Nous allons maintenant en Belgique, ou c'est la Belgique plutôt qui vient à nous. Anke de Smet, bonjour, vous êtes architecte et cofondateur de l'agence de Smet Vermeulen Habitenten. Alors je le présente très très mal, mais c'est pour vous mettre à l'aise aussi. Je parle très mal le flamand. Vous êtes enseignant à l'Université de Louvain aussi, où vous enseignez autour de l'architecture écologique, comment bâtir de manière écologique. Et vous avez été choisi, enfin votre cabinet a été choisi pour mener une étude sur la réaffectation d'une vingtaine d'églises en Flandre. Et donc vous allez nous en parler. Je vais introduire votre propos. Donc cette étude a été menée sur une période d'environ 1 an dans une région rurale de la Flandre occidentale en Belgique. Donc vous nous montrez la carte. Vous vous êtes rapidement aperçu que pour chaque étude individuelle, et pour que ces études aboutissent, il fallait une connaissance de la situation locale, que celle-ci était déterminante. Chaque étude s'est déroulée selon un gabarit fixe que vous avez modélisé, parce que je crois avoir compris que votre étude a été appliquée à d'autres études par la suite. Et donc c'est un gabarit que vous proposez est un gabarit qui est fixe, qui se décompose en 3 réunions. La première réunion visait à décrire la situation. Souvent, les administrations communales étaient préparées elles-mêmes et vous fournissez des programmes potentiels de réutilisation possible. Lors de la deuxième réunion, vous proposiez quelques scénarios pour le programme concerné ou pour d'éventuels programmes complémentaires, ce qui menait à une discussion élargie. Enfin, la concertation aboutissait ensuite à la discussion et au choix de plusieurs scénarios privilégiés et développés. Nous laissons la parole maintenant. Merci beaucoup et merci pour votre persévérance. À partir de notre étude multiforme, nous avons distillé une douzaine de recommandations pour appréhender la réaffectation d'une église. Elles se répartissent en 3 groupes. Le premier groupe traite des aspects de programmation. Le second, qui aborde les environs proches et plus éloignés de l'église et de nature urbanistique. Quant au troisième, il concerne l'architecture même de l'église. Ces recommandations ne dérogent pas à la conviction que chaque église est spécifique. Même si les questions sont récurrentes, les réponses sont toujours différentes. Commençons par la politique. En matière de programme, le dernier mot appartient évidemment toujours aux décideurs. Toutefois, nous les architectes, à partir de notre position indépendante et de notre compétence spatiale, nous pouvons donner notre opinion dans ce cadre. Lorsqu'on réaffecte un bâtiment du culte, le mieux est de l'aborder en fonction de toutes les églises présentes dans l'environnement. Si ce groupe peut être défini par des limites des communes, il est également recommandé de sortir de cette contingence, le véritable critère étant la proximité. Voici la commune de Zonnebeke. Il y a 5 églises pour un total d'habitants de 12 500 habitants. Il fallait étudier les édifices à l'échelle de la commune et même en dehors des limites de la commune. Nous avons fait un inventaire comparatif. Combien d'usagers de l'église? Quel est l'usage actuel? Quels problèmes? Quel état physique? Quels sont les besoins à court et à long terme? Quelles sont les églises qui se prêtent le mieux à une réaffectation? Quelles sont les églises qui se prêtent le mieux à un usage religieux ou de recueillement? Quelle est la position de l'édifice dans la commune? Comment interagit-il avec l'espace public? Y a-t-il un cimetière? Y a-t-il des caractéristiques architecturales ou liées à la physique de la construction qui requièrent de l'attention? Quelle est la valeur patrimoniale? À combien s'élèvent les frais de chauffage et d'entretien? Le bâtiment est-il facile à diviser? Et la deuxième recommandation,
L'église est souvent l'un des plus grands édifices des environs. Ce simple fait suffit généralement à ce qu'elle ait un grand impact sur l'identité d'un lieu. Les clochers sont souvent visibles de loin et constituent un repère dans l'espace. Avant de représenter une religion, les églises sont d'abord le symbole d'une communauté ou d'un quartier. C'est en raison de son rôle phare en termes d'identité qu'une église revêt de préférence une nouvelle fonction collective. Voici le clocher de Bixhote qui domine ce patelin rural d'environ 600 habitants. Le clocher et les toits de l'église sont en très mauvais état. La coupe de l'état actuel, avec le clocher de 46 mètres d'auteur, 3 toits de type halle, avec une nef centrale et des nefs latérales de même hauteur. Voici la coupe qui montre le nouvel état désiré. Le clocher a été abaissé, mais toujours assez haut pour remplir sa fonction de phare dans le paysage. Les toits ont été abaissés et surtout, ils sont moins complexes, afin de limiter les travaux de maintenance à l'avenir. La nef droite se trouve en plein air, formant un jardin qui s'ouvre vers le cimetière. L'église a été complètement détruite pendant la Grande Guerre. En partie pour cette raison, toucher au clocher est un point sensible pour la population locale. Voici la proposition finale. La tour est préservée et restaurée, et sous les toits abaissés se trouve une église réduite et un centre communautaire. Troisième recommandation. Les besoins en infrastructures collectives sont réels, mais en effet souvent limités. Une église désaffectée constitue une alternative attrayante pour de nombreuses fonctions collectives. Si l'édifice a une valeur patrimoniale ou un rôle crucial dans le tissu urbain, l'investissement sert un objectif double. La collectivité se dote d'une nouvelle infrastructure et le bâtiment est préservé. La démesure de l'église engendre des frais de chauffage et d'entretien. Il faut alors envisager de la réduire, de la diviser ou de la démolir partiellement. Après les conversations avec les fidèles et les autorités locales, il est rapidement apparu qu'une réaffectation complète de l'église de Passendale n'était pas à l'ordre du jour. Pour parvenir à une réutilisation complète, il faudra du temps et une bonne mise en phase. Réduire l'église pour réduire les coûts de chauffage peut être une bonne première étape. Les espaces ainsi libérés peuvent être utilisés pour d'autres activités. Cependant, l'organisation d'une nouvelle destination secondaire ne peut pas compromettre une future réallocation totale. Nous avons proposé différents scénarios. Les deux premiers, à gauche, cherchent principalement à établir un lien avec le cimetière environnant, tandis que les propositions à droite cherchent une combinaison avec d'autres fonctions sociales. Donc, à gauche, dos vers le bas, église réduite et jardin pour le cimetière, grande église, columbarium et jardin de silence, et à droite, église et des espaces publics autour d'un jardin intérieur à plein air. Église entourée d'une archive. Mais une église démesurée est aussi une valeur. Elle pourrait être une réponse à la demande légitime à de nouveaux rituels qui se soustraient aux dogmes de l'Église et qui cherchent des lieux.
Je sais bien que c'est controversé, mais je voudrais faire référence au livre d'Alain de Botton, Religion for Atheists, où il soutient que la société séculière peut beaucoup apprendre des religions en matière d'esprit communautaire, d'éthique, d'éducation et d'art. Un grand espace non programmé où l'on peut se retirer du tumulte du quotidien est précieux et reste à jour. Voici l'intérieur de l'église catholique Sainte-Marie à Utrecht après la Réformation. Au moment que Sainte-Dame l'a peintée, en 1641, elle était devenue une salle de vente. Après, elle a été détruite. Voici l'intérieur d'une église catholique à Amsterdam, érigée en 1927 et monument protégé. Elle a été abandonnée par les catholiques en 1970. Après qu'elle était devenue une salle de vente, elle a reçu une nouvelle vie comme mosquée pour la communauté islamique turque. Y a-t-il vraiment une grande différence avec l'église de Syracuse en Sicile, où le temple grec existant a servi de base à la nouvelle église? Voici nos 4 recommandations concernant des aspects de la programmation. Dans ce qui suit, nous traiterons certains aspects du niveau urbain. Réfléchir à une église a toujours des ramifications urbanistiques. Souvent, l'édifice a un rôle déterminant en termes de structure, que ce soit pour l'espace public ou pour la morphologie du quartier ou du village. En tant que bâtiment public, l'église frôle les limites de l'espace public et contribue à en déterminer l'usage. La relation la plus élémentaire entre l'église et l'espace public se déroule via les accès. Leur emplacement est donc primordial pour le projet. Voici l'église de Passendal en Zonnebeke. Regardons la coupe transversale en bas. En bas à droite. À droite, une nouvelle fonction pour usage public est prévue à l'étage, colorée en rouge. Dans la nef latérale, colorée en noir, il y a l'accès vers l'étage. Dans le montage vidéo, on voit les 2 accès. Donc l'accès axial est devenu public et l'accès à côté est devenu... l'accès axial est l'église, l'accès à côté est devenu d'usage public. À gauche, on voit de l'intérieur cet accès public. À des fins liturgiques, l'accès axial était généralement privilégié. Dans le cas d'une réaffectation, cela peut changer. Par exemple, un accès latéral peut intensifier le contact avec l'extérieur et totalement redéfinir le rapport avec l'espace public. C'était commentaire de l'autre slide. Ici, le centre de Heerhugowaard. L'accès à l'église est axial. Mais n'est pas lié à l'espace public où se trouve le centre communautaire. Un nouvel accès latéral est beaucoup plus logique. Sixième recommandation. L'espace extérieur proche de l'église est depuis toujours très connoté, dédié au recueillement et à la réflexion au cimetière, et à la fête et aux réjouissances sur le parvis. Ces connotations, qui dépassent la dimension religieuse, sont donc en grande partie à préserver. Le lien avec chacune de ces ambiances extérieures contribue à déterminer les choix dans un nouveau programme.
L'ouverture côté cimetière appelle une atmosphère d'introspection et de recueillement, tandis que côté parvis, elle sera plus festive et citoyenne. Le centre de Bexcote. L'église est entourée d'un cimetière. En réduisant la surface du cimetière, qui est dans ce cas-ci surdimensionnée, nous créons un espace pour une place publique. Le côté du cimetière est ouvert et sert de columbarium. L'espace de culte est beaucoup plus petit et peut être utilisé d'une manière autonome. Dans le cadre d'un enterrement où il y a beaucoup plus de monde, il y a une grande salle. Septième. Lorsque l'Église se trouve dans un centre, elle côtoie souvent d'autres infrastructures publiques, écoles, salles paroissiales, cures, couvents, etc. Parfois, la réaffectation de l'Église peut être influencée par ces bâtiments ou par les besoins de leurs usagers. Par exemple, lorsque une école ou un centre de soins, ici il y a l'église, manque de place, le bâtiment ecclésiastique peut être une partie de la solution. Une salle paroissiale ne répondant plus aux besoins peut être remplacée par du logement. Ici. L'église étant transformée en salle plus vaste et mieux équipée. Ou encore, le jardin de la cure devient ce parc qui manquait dans les environs et autour duquel la rénovation peut se déployer. Résultat, un nouveau et solide cœur de village dans une structure donnée. L'école reçoit plus de place dans la vie du village et participe dans le projet de la réaffectation, avec un restaurant, salle à manger pour l'école. Au-dessus de cette salle, nous avons proposé une nouvelle salle paroissiale qui est financée par la vente de l'ancienne salle paroissiale, transformée en logement. Ici la salle et ici l'église réduite. Avantageux pour l'école, une nouvelle salle à manger pour les élèves pour laquelle il n'y avait pas d'espace, mais aussi avantageux pour les fidèles, une nouvelle église plus adaptée aux besoins réels dans le cœur du village. Huitième. La croissance d'un village ou d'un quartier autour d'une église n'est pas toujours organique et indissoluble. Parfois, des développements historiques autour de l'église ont mis sous pression la cohérence morphologique. Le parvis est en concurrence avec un marché. Quelque chose cloche dans l'aspect des rues, chemins et drèves. L'église perturbe l'unité du tissu urbain. La réaffectation de l'église et des espaces environnants peut aller au-delà d'une simple rénovation. Parfois, elle redessine et renforce le cœur d'un quartier ou d'un village. Comme c'est le cas à Heuveland, ici, la vision des autorités était claire. L'église de Weizrath doit être retirée du culte et réutilisée pour logement, de préférence de logements sociaux. L'allée latérale de l'église devient un passage public. La nef centrale forme un espace public. Les deux façades latérales deviennent la façade d'une série d'appartements sociaux. Les accès de ces appartements donnent sur la nouvelle rue qui était auparavant à l'intérieur de l'église. À la demande du centre de soins voisin, ici, venait l'idée de relier le centre de soins à la nef centrale de l'église. De cette manière, le noyau du village est redessiné fondamentalement,
tandis que la silhouette de l'église, vue du paysage environnant, n'a pratiquement pas changé. L'allée latérale devenue une véritable rue, à gauche les appartements, à la droite le centre de soins ou un espace public. La même chose ici. La nouvelle rue est à gauche les appartements sociaux et à la droite le centre de soins et la silhouette de l'église comme symbole d'une communauté. Voici nos 4 recommandations concernant le projet urbain. Entamons le dernier domaine, l'architecture. Le plan. Une nouvelle interprétation de l'Église en tant qu'édifice commence par la manière dont les éléments ou les composants existants sont répartis. Et là, on trouve toute une série de catégories spatiales fondées sur la typologie. Portail, jubé, grande nef, nef latérale, transept, chœur, sacristie, chapelle latérale, forme baptismaux, etc., qui sont autant d'éléments qui s'imposent d'emblée au concepteur. Entraîne-t-il une division de l'espace ou exige-t-il plutôt une continuité spatiale? Voici de nouveau le plan de l'église de Herweg, celle qui est divisée en église réduite et réfectoire pour l'école voisine. Il est clair que les composants de base de l'église existante doivent guider la nouvelle disposition. La nef latérale, la croisée du transept et la nef transversale. Voici l'intérieur de cette église. Une vue à partir du chœur, regardant par la nef latérale, et on voit le jubé. À gauche et à droite, la nef transversale. Une autre vue à l'intérieur. Ici, une vue axonométrique de l'église, réduite, avec notre proposition pour les plafonds. Le plafond de la nouvelle église est fait de sorte qu'on ne remarque pas que l'église est une partie d'un édifice plus grand. Proposition pour la nouvelle église. Le transept n'est plus visible, ou la croisée du transept. La voûte à gauche cache le transept et l'ancienne nef principale. En bas, sur une ligne, se trouve le chemin de croix de l'ancienne église, constituant la base de la nouvelle voûte. Et dans la nef centrale se trouve le réfectoire, avec au-dessus la nouvelle salle paroissiale. La 10e recommandation. Une évaluation de la coupe et des élévations est aussi très révélatrice des possibilités de division de l'espace. Beaucoup de choses dépendront du fait que l'église est de type basilique, de la type de l'église. Quel est le rapport entre le nouvel étage et la hauteur des colonnes, les arcs, les listes et le niveau du jubé? Revoyons l'église de Passendal, où nous avions prévu une salle publique à l'étage. La manière dont la coupe transversale existante est construite peut nous fournir des pistes pour créer le nouvel étage. Voici la coupe. À gauche, vous voyez le concept que j'ai expliqué tout à l'heure. L'église réduite reçoit la lumière naturelle par les toits. Donc, ceci, c'est l'église, et à côté, il y a d'autres espaces. Vue de l'intérieur, l'intérieur avec le nouveau plafond, le passage, l'église réduite n'est pas une annexe, mais forme un espace autonome. L'intérieur. Ouverture ou fermeture? Quel point de vue? Dans beaucoup d'églises, on n'a pas de vue vers l'extérieur. Cela reste-t-il le cas lors d'une réaffectation? La question est importante. Le caractère fermé peut former un obstacle dans le cadre du nouvel usage prévu.
Doit-il être atténué ou supprimé? Voici la petite église de Helkijn. Le paysage autour est splendide, mais n'est pas visible quand on se trouve à l'intérieur de l'église. Nous avons proposé de réaliser des espaces très transparents à côté de l'église, à droite et à gauche de l'entrée. Ces espaces ne sont pas visibles quand on se trouve à l'intérieur de l'église, et vice-versa. De cette façon, les usages multiples de culte et non-culte peuvent se dérouler en même temps sans se perturber, grâce à la qualité fermée de l'église. Cela nous mène à notre dernière recommandation. Quel point de vue concernant les éléments d'intérieur ou d'extérieur avec une connotation religieuse? Un plan d'église a toujours des connotations religieuses. L'orientation, la place prépondérante de l'autel et l'accent qui y est mis. Et c'est évidemment en lien étroit avec la liturgie. En cas de réaffectation non religieuse, il convient d'en exploiter correctement le sens historique. C'est surtout vrai lors d'une réaffectation partielle, permettant à des communautés religieuses et profanes de partager l'espace. Ce patrimoine doit alors être abordé de manière particulièrement réfléchie, dans le respect des sensibilités de chacun. Revoyons la petite église de Helkijn. L'intérieur est très intime et plein d'œuvres d'art religieux. Puisque l'Église doit être capable de s'ouvrir à d'autres fonctions que le culte, nous avons ajouté un système de mobilier flexible qui peut cacher ou montrer les éléments de connotation religieuse. Une même attention doit être portée aux éléments d'aménagement tels que les vitraux, la chaire de vérité, les confessionnaux, les statues et les fioritures. Au sens religieux peut parfois se mêler une valeur artistique, patrimoniale ou communautaire. Par sa valeur historique et artistique, un tableau religieux peut devenir acceptable dans un espace profane. Et le fait qu'une collectivité locale ait financé les vitraux pèse parfois plus lourd que les considérations esthétiques. La nuance et l'empathie constituent les seuls fils conducteurs. Voici, donc, pour conclure, la réaffectation des églises est plus qu'une réaction à la charge financière que représente leur gestion. Elle nous appelle sur notre capacité à penser de manière pluraliste et identifier ce qui lie une communauté. À cet égard, les 22 édifices qui ont fait l'objet de notre étude ont livré autant de scénarios différents. Certains nécessitaient une redéfinition fondamentale et des investissements conséquents. D'autres requéraient d'anticiper un plan par étapes de ce qu'on peut atteindre, tandis que pour d'autres encore, un simple réaménagement suffisait pour redonner du sens à l'édifice. Merci beaucoup. De Smet, merci infiniment de cet exposé qui était très instructif et d'autant plus, je tiens à vous dire mon admiration parce que le français n'étant pas votre langue naturelle, vous nous avez quand même su nous intéresser. C'est grâce à Google Translate. Merci Google Translator.